je vous avais fait pas mal de vidéos, hein, je crois 7 ou 8 sur ce qu'on appelle l'Information Warfare Center. Alors tu vas te dire, hey, saltimbanque, tu te prends pour un Américain et tout ça. Mais non, je t'ai un petit peu parlé des forces spéciales, je t'ai un petit peu parlé du monde de la guerre, du renseignement, même si j'en fais pas partie. Et l'information warfare, en fait, c'est les forces spéciales de l'armée américaine qui veulent intégrer davantage, hein, avec d'autres unités militaires dans le domaine de la guerre de l'information. Hein, on a le support aux forces spéciales via la DIA, le NRO, la NSA, la CIA. Hein, et on a des unités qui se chevauchent, hein, au sein du JSOC, mais je vais pas, c'est pas le but. Je voulais vous parler des dernières attaques APT-28 vers de Sable, Seine, Worm. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le GRU, hein, le GRU, donc le renseignement militaire russe. D'accord. Et il y a les alphas, hein, au sein du GRU. Les alphas, c'est techniquement le service action. D'accord. C'est les forces spéciales, l'équivalent des DevGRU, Navy Seals. Et on a également des unités qui font du renseignement militaire. D'accord. Donc soit on est sur le terrain, c'est plus de l'infanterie de très haut niveau, des opérateurs, soit c'est plutôt du SIGINT, de l'ELINT, du COMINT, etc., etc., etc. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ce principe de force interarmée. On parle de Combined Arms, hein, je crois, au sein de l'armée américaine. Encore une fois, vérifiez tout ce que je vous dis, je suis pas militaire. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces spéciales de l'armée américaine se sont efforcées de développer des capacités de guerre de l'information de haut niveau, donc de 5e génération, et souhaitent combiner plus souvent leurs compétences avec des unités militaires conventionnelles qui vont venir en appui. D'accord. Je vous avais expliqué que des fois on envoie quoi. Eh ben pas des militaires, des fonctionnaires de la NSA et qui viennent appuyer ces composantes SF. D'accord. FS, on dirait en bon français, je crois, force spéciale. D'accord. Donc, on a des exercices, hein, des jeux de guerre, on refait des wargames à la taille d'une division, même parfois des opérations multidomaines qui sont conjointes, hein, à l'appui du commandement, notamment Indo-Pacifique, où on a l'exercice Army Defender Pacific. D'accord. Le but, c'est de tester la capacité à gagner contre un adversaire, hein, qui a peur. Donc on n'est pas dans une guerre quoi asymétrique, on est dans une guerre symétrique, d'accord. C'est-à-dire que on va simuler un adversaire qui a les mêmes capacités que nous, notamment en cyberprojection, d'accord, en cyberrenseignement, guerre de l'information, etc., etc., etc. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ce principe, hein, l'Information Warfare Center. À la base, les cadets, eh ben ils sont là pour faire des tables rondes, des jeux de guerre et faire du red teaming, d'accord. Donc vous voyez que, encore une fois, techniques issues du monde militaire qui sont ensuite retranscrites en cyber, d'accord, dans le monde civil. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne peut plus se détacher et il faut agréger ces composantes qui sont maintenant omniprésentes. Hein. C'est pas que de la cyberguerre, c'est aussi de la guerre de l'information, c'est aussi de la guerre économique, d'accord. Donc c'est des compétitions sans conflit armé. Le but, c'est, si vous l'avez compris, si on parle de guerre de l'information, le rôle essentiel, c'est le situational awareness, hein, la formation sur notre environnement, hein, la conscience de la situation, et puis réussir à dissuader l'adversaire et le persuader, hein, qu'il a une liberté de manœuvre plutôt limitée et restreinte. On rentre dans le MISO, le MILDEC, la guerre psychologique pour les environnements opérationnels et d'information, hein, qui contribuent au bon fonctionnement de notre pays, si on doit parler de la France. D'accord. Donc il faut comprendre ce concept. Hein. Donc voilà, on a du C4 IS-NERT, hein, je vous en avais parlé. C'est la fusion, hein, des capteurs. Je vous avais expliqué ce qu'était le C1, le C2, le C3, le C4, le C5, le C6. Hein. Je vous avais expliqué déjà tout ça dans mes précédentes vidéos sur le red teaming militaire et sur les forces spéciales. D'accord. Alors, encore une fois, là, on va revoir une attaque d'APT-28, hein, puisque vous savez qu'on est en train de se faire poutrer depuis plus d'une semaine, puisqu'ils étaient résidents, ça doit faire des mois, qui sont dans nos systèmes. Et l'ANSSI a sorti un rapport, hein, donc que je vais vous lire, et je vais essayer encore une fois de mettre, comme dirait AP, mes 2 cents, hein, c'est-à-dire mon petit grain de sel. D'accord. Donc voilà, hein, comprenez qu'aujourd'hui, on a besoin d'outils tactiques, hein, les forces spéciales, notamment sur le champ de bataille. On parle de cyberguerre, on parle de guerre électronique, on parle de guerre symétrique, parfois asymétrique, mais là symétrique. D'accord. Puisqu'on a 2 forces conventionnelles, hein, qui vont s'affronter avec des composantes auprès des FOS, hein, des forces opérationnelles spéciales, avec du renseignement, avec de la guerre électronique, avec
voilà, on fusionne, hein. Tout fusionne. Je vous avais expliqué ce principe de 5 dimensions. Mais là encore, espace, cyberespace, hein. Donc voilà, le centre de guerre de l'information, formation à Fort Bragg, hein. Les forces spéciales, elles vont là-bas, et le but, c'est d'affronter des adversaires, d'accord, en dessous du seuil d'un conflit. Donc pareil, même thématique que nous en cyber, on a les rouges qui attaquent, les bleus qui défendent, et ensuite on inverse les rôles, d'accord. Et après, on forme les forces spéciales, ils sont formés par d'anciens, et ça, on appelle ça la Green Team, d'accord. La Green Team, je vous ai parlé du DevGru. Dans le DevGru, on a Alpha, Bravo, d'accord. Et donc c'est 2 teams, hein. On a le Black Squadron, on a le Red Squadron, donc les escadrons rouges, hein. Puis je t'ai dit qu'au sein du DevGru, ben voilà, il y avait les meilleurs, d'accord. C'est une poignée d'hommes parmi les meilleurs au sein de la Team 6, hein. Et pourquoi Team 6? Parce que je t'avais expliqué que c'est 6 gars dans un bateau, les Navy, hein. On l'appelle les Buds, hein, quand ils font leur classe avant de devenir certifiés, hein, pour être force spéciale au sein de la Team 6, et après du Dev Group, qui est le plus haut échelon. Et je t'avais dit qu'on avait les meilleurs red teamers, hein, des gars qui pensent à la psychologie, qui pensent à la guerre de l'information, qui pensent à la guerre économique, qui pensent à la cyberguerre, et qui sont très bien formés sur le terrain et également en cyberguerre, hein, et comprendre donc toute cette dimension cognitive dont on parle de plus en plus. Je vous redirige vers tous les travaux de l'EGE, hein, des gens brillants, tant les étudiants que les pères fondateurs. On leur fait un petit coucou d'ailleurs. Donc voilà, on va reprendre, hein. Après assez blablaté, voilà pourquoi j'appelle ça Information Warfare Center. D'accord. C'est un petit clin d'œil à ce qui se fait dans l'armée, tu l'as bien compris. Donc je t'avais dit, hein, on se fait poutrer, et on a Strontium, Fancy Beer, APT28, on a également Sandworm, hein, c'est plein de petits noms qui ont ciblé malheureusement des entités gouvernementales, des entreprises, des universités, des instituts de recherche, des groupes de réflexion en France, hein, depuis le semestre 2021 jusqu'aujourd'hui 2023. Là, dernière semaine, ça a été très compliqué, ces 3 dernières semaines même, je vais envie de dire, mais j'étais pas sur le terrain. Encore une fois, hein, je sais ce que je lis dans les journaux, vous le savez, tout est en OSINT, tout ce que je vous présente est en source libre, donc c'est de la source blanche, d'accord. Donc ce groupe de menaces, il est considéré comme faisant partie du service de renseignement russe GRU. Je m'étais pas trompé, récemment lié à l'exploitation de la CVE 2023 38 831. Alors, je vous avais dit, ou non, je vous en ai pas parlé mais WinRAR, hein, vous savez qu'on a eu pas mal de vulnérabilités qui ont été détectées ces 2 dernières années sur l'outil, et là c'était quand même assez violent, c'était une RCE, donc exécution de code à distance, et on avait la CVE 2023 23 397 qui était une faille, hein, au niveau de l'élévation des privilèges dans Outlook, qui était une 0D, donc extrêmement puissant. Les pirates russes ont compromis des périphériques, pardon, sur les réseaux critiques, hein, des organisations françaises, et on a ce fameux rapport que je vais vous présenter de l'ANSSI, hein, qui est l'Agence nationale de la sécurité des informations, pour ceux qui ne le savaient pas, et on va essayer de comprendre un petit peu la phase de reconnaissance initiale, hein, l'accès initial, les tactiques, techniques, procédures. L'ANSSI a cartographié, hein, pour comprendre. Elle les utilise dans une base de données, et puis après on essaie de comprendre comment fonctionne l'ETA, hein, la menace, l'acteur de menace, pardon, j'en perds mon latin, d'accord. Donc il y a eu piratage de comptes, on a brute force des bases de données, on va le voir plus en détail par la suite, et on a des routeurs en Ubiquiti malheureusement qui ont été ciblés, d'accord. Ça a été le cas déjà en 2023. Ils ont lancé une campagne d'hameçonnage. Le but, c'était d'exécuter du PowerShell, hein, qui exposait la configuration des systèmes, notamment sur les routeurs. Et ensuite, des processus qui vont s'exécuter, qui vont permettre de faire de la reconnaissance, récupérer tous les détails sur le système d'exploitation. Entre mars 2022 et juin 2023, APT28 a envoyé une campagne d'email aux utilisateurs Outlook qui exploitait d'ailleurs cette vulnérabilité 0D, donc qui prendra par la suite le nom de 2023-23-397, la CVE, et qui va permettre l'exploitation, d'accord. Mais c'était 1 mois plus tôt, et ça a été que récemment signalé. C'est le propre des 0D, c'est très dur, comment dire, à moins de tomber sur des indicateurs de compromission, mais si c'est bien fait, si la 0D est bien exploitée, tu sais que c'est indolore, indétectable, jusqu'à qu'il soit trop tard. Après, on va chaîner les exploits, hein, pour lancer toutes ces attaques. Je vous ai déjà parlé de Folina, on l'avait vu, je crois, pour Nobelium, qui était APT29. Hein, je vous avais fait une vidéo il y a 1 an, mais CVE 2022 30 190,
D'accord? Il y avait une faille dans le diagnostic de support de Microsoft Windows. On avait la 2020 12 641, la 2020 35 730, la 2021 46 026, hein, application Roundcube qui s'était fait péter. D'accord? Et puis également toute une gamme de VPN, de clients VPN qui vont être utilisés: Surfshark, ExpressVPN, ProtonVPN, PureVPN, NordVPN, Cactus VPN, World VPN et VPN Secure. D'accord? Ensuite, exfiltration des données, hein, via un serveur de command and control. Il va s'appuyer non seulement sur cette composante, euh, comment dire, VPN, mais également sur des services de cloud légitimes, OneDrive, Google Drive, hein, et c'est moins susceptible de déclencher des alarmes. Pourquoi? Parce que les outils de surveillance du trafic font confiance à ces root domaines, hein, c'est des grands noms du Nasdaq, donc je fais confiance, d'accord? Mais le problème, c'est que tu sais qu'on peut militariser des domaines et on va lancer nos attaques de grands fournisseurs de cloud pour justement ne pas éveiller les soupçons, d'accord? Pareil, SMB qui va être utilisé, d'accord? Récupération de hachage NTLM V2, enfin net NTLM V2, qui va être utilisé ensuite sur d'autres services. Mais là, c'est ce qu'on fait en pentest Active Directory. Je pense que vous apprend rien. Vous connaissez tous l'outil Responder. Voilà. Un implant Credomap aussi, hein, qui va permettre de collecter des informations dans le navigateur de la victime. Vous avez compris, cookie forgery. Et si on récupère les cookies d'authentification, qu'est-ce qu'on peut? On peut tenter de faire des petites attaques CSRF, d'accord? Voilà, à tester, d'accord? Donc, je termine l'article. Et après, on va passer à l'analyse de l'ANSSI qui, j'ose espérer, sera plus poussée. Mais il faut bien comprendre que l'ANSSI, ça sera la fin de l'introduction, a mis l'accent en fait sur une approche globale de la sécurité, ce qui implique d'évaluer des risques. Et dans le cas d'APT28, il est crucial de se concentrer sur la sécurité des emails, d'accord? Donc, assurez-vous de la sécurité et la confidentialité des échanges d'emails. Utilisez naturellement des plateformes d'échange sécurisées pour empêcher le détournement d'emails ou le détournement tout court. Minimisez la surface d'attaque, hein, des interfaces de messagerie. Réduisez les risques liés aux serveurs tels que Microsoft Exchange, d'accord? Et puis, pensez à appliquer tous les filtres qui sont conseillés par l'ANSSI pour vos serveurs de messagerie, hein. Vous savez qu'on peut essayer d'endiguer des attaques de spoofing via diverses techniques que je vous avais déjà expliquées en blue teaming. Mettez en œuvre aussi des fonctionnalités, d'accord, pour détecter les emails malveillants. Essayez de tirer des indicateurs, hein, et puis faites des règles, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Maintenant, on va parler du rapport de 23 pages, d'accord, qui s'appelle campagne d'attaque du mode opératoire APT28 depuis 2021. Illustration de la menace et recommandations de sécurisation. Donc c'est le draft en 1.0. On est en TLP clear, PAP clear. Donc ça, encore une fois, hein, c'est au niveau de la diffusion, soit la diffusion est restreinte ou pas. Là, on est en TLP clear, PAP clear. Donc en grosso modo, hein, c'est en open source. N'importe qui peut y accéder. Ok. Donc, je vais encore résumer, mais il faut bien comprendre que lors de ces investigations, l'ANSSI a analysé plusieurs chaînes de compromission du mode opératoire d'attaque, l'OMOA d'APT28, qui est utilisé à des fins d'espionnage, hein. Certaines campagnes ont été dirigées par des organisations françaises, enfin contre, dont des entités gouvernementales, je vous disais, des entreprises, des universités et des groupes de réflexion. Alors, si les attaquants poursuivent leur campagne d'attaque via du force brute, l'exploitation de vulnérabilité, on voit également que l'ANSSI a constaté, les attaquants réduisent le risque de détection en compromettant des équipements qui sont peu surveillés et situés en périphérie du réseau, hein, mais c'est le technique, hein, en cyberguerre, t'as pas envie de te faire flaguer, donc tu vas faire des attaques de supply chain, d'accord? Tu vas essayer de t'infiltrer sur le réseau de ta cible, mais c'est la HVT, pardon, la High Value Target, mais tu vas t'attaquer à une LVT, une Low Value Target, d'accord? Si j'arrive à compromettre, je te dis tout le temps, un fournisseur, un sous-traitant à toi, eh ben, je vais pouvoir rentrer dans le royaume. Et une fois que je suis dans le royaume, eh ben, on va pas s'attaquer à des nœuds centraux, on va récupérer des nœuds en périphérie du réseau, d'accord, puisque ça sera beaucoup plus discret. Et si il y a des systèmes, hein, un SOR ou un SIM, vous savez très bien que on essaye, on peut pas tout auditer, donc on va essayer de de régler le SIM pour que les remontées d'alerte se fassent sur sur des nœuds justement importants du réseau. Donc on pourrait peut-être voler sous les radars en utilisant ces techniques, d'accord. Donc ce document s'appuie sur des rapports techniques publiés en source ouverte
et des éléments collectés sur les opérations de réponse à incidents qui ont été effectuées par l'ANSSI. Il détaille également les techniques tactiques, techniques, procédures, j'y arrive plus, caractéristiques des activités du mode opératoire depuis la seconde moitié de l'année 2021. On verra ensuite une série de recommandations pour se prémunir contre ces attaques. Alors, je vous disais, la reconnaissance. On commence par là. Le mode opératoire, il va utiliser la T1597. Je vous redirige vers le cadre Mirtra Attack, d'accord, puisqu'on se base sur le cadriciel Mirtra Attack. Et c'est ce qui va permettre donc l'utilisation de comptes de messagerie compromis pour mener des campagnes d'hameçonnage, d'accord. On récupère les identifiants, les mots de passe, et des fois, en fait, ils vont faire comme les scripts qui disent, ils vont aller sur quoi, sur des forums du Darknet où il y a eu tout simplement des leaks, des bases de fuite de données, et ils vont faire du credential stuffing. Ils vont utiliser les mots de passe jusqu'à que on tombe sur la bonne combinaison. D'accord. Et s'il y a une réutilisation des mots de passe, ce qu'il ne faut surtout pas faire, éventuellement on peut avoir un gain d'accès. D'accord. Donc il faut comprendre qu'APT28 est également employé dans les attaques de force brute. On a la T1110.003 et T1110.004. Les opérateurs de MOA ciblent très largement des comptes de messagerie à la personnelle. Ces campagnes, en fait, c'est récupérer massivement des informations de connexion, credential harvesting, d'accord, et ensuite credential stuffing, d'accord, afin d'alimenter des dictionnaires d'attaque. D'accord. Ces informations sont ensuite réutilisées pour cibler des comptes d'employés. Donc, dans une campagne documentée fin avril 2023, les opérateurs d'APT28 ont diffusé, je vous le disais en préambule, des courriels d'hameçonnage indiquant aux utilisateurs de mettre à jour en exécutant des instructions en langage PowerShell. Alors, on a TaskList qui va permettre de lister l'ensemble des processus en cours d'exécution, et on a Système Info qui permet d'afficher les informations de configuration détaillées d'un ordinateur et de son système d'exploitation. D'accord. Mais on l'utilise nous en reconnaissance, en red teaming, vous le savez, même en pentest. Il n'y a pas besoin d'être travaillé pour le gros. D'accord. Donc encore une fois, techniques très simples, mais qui vont être combinées avec des chaînes d'exploits qui vont en fait faire la cyberkill chain finale qui a permis de rentrer au plus profond au sein de nos systèmes. Donc le script contenant ces deux commandes est hébergé, donc on a un site moki.io. Le résultat des commandes est envoyé ensuite via un serveur de command and control, je suppose. On le verra par la suite via mockbin.org. Donc Moki et Mockbin, c'est des services publics qui permettent de générer des points de terminaison web, en principe afin de tester, suivre et simuler une requête ou une réponse HTTP. C'est utilisé, tu l'as bien compris, côté back-end pour voir si ton front-end passe bien et si on peut s'y connecter, mais ça peut être détourné. D'accord. Donc l'objectif des opérateurs du MOA, c'est probablement récupérer des informations sur l'environnement informatique. Donc il faut bien comprendre en fait que l'objectif des opérateurs du MOA, du mode opérateur d'attaque, c'est probablement de récupérer des informations sur l'environnement informatique de leur cible avant de mener ultérieurement une attaque de plus grande envergure contre ces systèmes d'information. Mais bon, red teaming, cyberguerre, première phase la plus importante, je te le répète tout le temps, c'est phase de reconnaissance. Mais rien ne change. Encore une fois, c'est quoi? C'est la MOA. La MOA, c'est notre cyber kill chain. D'accord? Et notre chaîne de destruction, c'est plein d'étapes qui vont prendre plus ou moins de temps en fonction de mon environnement, d'accord, que je suis en train d'attaquer, en fonction de ma cible, et en fonction de ça, les différentes étapes vont être craftées, on va les adapter au sein de ma MOA, ma chaîne d'attaque, ma cyber kill chain, pour faire le maximum de reconnaissance et ensuite d'exploitation, de post-exploitation, de destruction, si on fait du DOS, ou d'exfiltration, si on essaye de récupérer des informations. Mais je vous apprends. D'accord. Donc l'ANSSI, elle a déjà, si on doit parler un petit peu des capacités de l'adversaire, elle a 3 axes de développement de capacité. On a la recherche de vulnérabilité 0D, donc jour 0, donc T1212, T1587.004, encore une fois, allez voir au niveau du cadre, vous tapez Mirtre attaque, d'accord, et vous allez tomber dessus, c'est attaque. Je vous rappellerai, on a 2 grands cadriciels, on a même un 3e pour tout ce qui est mobile, smartphone, mais vous savez qu'on a le cadriciel Mirtre
attaque en rouge, et on a le quadriciel defend, d'accord, defend en blue. Ok. Donc, compromission également de routeur, je vous le disais, de compte de messagerie, T1584.005, T1586.002, utilisation d'outils disponibles en source ouverte et services en ligne, T1588.002, T1583.006, d'accord. Et TTP, donc va voir, c'est comme ça que tu vas te former. Dans le quadriciel rouge, attaque de Myrte, t'as quoi? Bah, t'as les tactiques, t'as les techniques et t'as les procédures. D'accord. Va voir, hein, quand je te dis 1588.002, c'est quoi? C'est une tactique ou c'est une technique? D'accord. Voilà, ça va structurer ta pensée, comme ça tu pourras mieux comprendre, c'est important. D'accord. Et on se base tout le temps sur Myrte, leur quadriciel. Alors, l'investigation de l'ANSSI confirme qu'APT28 a exploité une 0D, je vous disais, hein, la 2023-23, 397, qui touchait Outlook, d'accord, à partir de mars 2022 et jusqu'en juin 2023. Ça continue. Selon d'autres partenaires sur cette période, le MOA aurait par ailleurs exploité d'autres vulnérabilités, hein, comme celle touchant, je vous le disais, au Diagnostic Tools, donc c'est le MSDT. On a la 2022, 30, 190, Folina. Je vous ai parlé de l'application Roundcube, hein, 2020, 12, 641, 2020, 35, 730, 2021, 44 0 26. On parle des CVE, hein, Common Vulnerability Exposure. Et à chaque fois, on lui donne une année. Donc, si je te dis 2020, 12 641, c'est la 12 641 en 2020. Hein, je rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec tous ces acronymes et les techniques et le jargon associé quand on parle de cyberguerre. Alors, les opérateurs du MOA constituent et maintiennent une partie de leur infrastructure d'attaque, compromettant des routeurs et des comptes de messagerie personnels de particuliers et d'entreprises. On va le revoir par la suite. Ces accès servent principalement de rebond pour atteindre des cibles stratégiques. Les opérateurs du MOA utilisent en effet des comptes de messagerie compromis pour envoyer des courriels malveillants et des routeurs compromis pour récupérer des données exfiltrées. Dernière étape, post-exploitation. D'accord. Durant la campagne d'exploitation de la vulnérabilité, la 2023-23-397, l'ANSSI a pu confirmer qu'APT28 envoyait au moins 12 comptes de messagerie, hein, appartenant à des entreprises. On avait 11 routeurs Ubiquiti qui ont été compromis. Hein, on peut le voir ici. Vous voyez depuis 2021 hein, la liste des courriels identifiés par l'ANSSI qui va malheureusement exploiter la faille inhérente. Et on voit les Yuri, d'accord. On voit les tests qui sont faits hein, via un UNC, ça tape. Hein, ils essayent de joindre avec les routeurs compromis. D'accord. Donc, lors de la réponse à incident, hein, encore une fois, ils ont dû refactoriser Mimikatz et Reorg, d'accord, pour niquer la signature. Mais voilà, hein, des outils malveillants. Mimikatz, Reorg. Mimikatz, donc vous connaissez tous, hein, je pense que c'est un outil qui va nous permettre d'extraire les mots de passe et leur fingerprint, hein, leur empreinte, qui sont stockés en mémoire. Hein. On a le processus LSAS, d'accord, sous Windows. Et on a Reorg, donc il y a un outil de création de tunnels qui va permettre de monter en fait un serveur HTTP. Alors, c'est un outil de création de tunnels exploitant un serveur HTTP compromis, hein, sur lequel on va injecter un script PHP, ASPX, JSP spécifique qui va relayer en fait le trafic, d'accord, pour d'autres protocoles. C'est-à-dire que, ok, j'ai ta machine qui tourne en 443, d'accord, et grâce à ça, on va faire un relais via du 3389, du RDP, d'accord, ou du 22, du SSH, d'accord, ou je vais utiliser du SMB, d'accord. Donc, on peut relayer et ça va permettre de contourner certaines règles de filtrage. D'accord. Le SMB, on pourra le taper sur du NetBIOS ou voilà, utiliser d'autres techniques, hein, le LDAP, le SMB sur les ports associés. D'accord. Alors, je vous avais fait une vidéo, je vous disais, vous savez, hein, je vous avais cité une conférence il y a 2-3 ans, je vous disais Empire n'est pas mort. Hein. Il faut savoir l'utiliser et tout le monde parle des derniers hein, parce que ils sont bons, ils sont très très bons. Hein. Il n'y a qu'à citer, qu'est-ce que je peux vous parler? Mais je vous avais parlé d'Empire. Justement, un PT28, ils sont à l'ancienne. Alors déjà, pour moi, ça veut dire que c'est des darons. C'est pas des petits jeunes qui ont lancé l'attaque. D'accord. Sinon, ils auraient utilisé des C2 beaucoup plus récents. Le fait qu'ils utilisent Empire, ça veut dire que ça fait un moment qu'ils sont formés sur Empire
et qu'ils doivent maîtriser parfaitement. Donc pour moi, c'est des gars qui ont 30 ans, entre 30 et 40 ans. Mais ça n'engage que moi, encore une fois. Je sais pas, je travaille pas dans le renseignement, d'accord? Mais à vue d'œil, si je dois profiler vite fait, euh, Empire pour moi c'est un pattern intéressant en termes de profiling de la cible parce que je dirais que c'est plutôt des anciens, c'est pas des petits jeunes, d'accord? Et si c'est des petits jeunes, ça veut dire qu'ils ont été formés par des anciens, hein, puisque je vous ai dit Empire c'est toute une époque, hein, et j'ai un certain âge et voilà, c'est toute une époque. Donc pour moi ça me parle, hein, et je trouve ça intéressant d'ailleurs que qu'ils aient utilisé Empire, c'est un pattern intéressant. Donc en source ouverte, hein, je vous l'ai dit, puis ça va déployer l'implant graphite, d'accord, spécifique au mode d'opératoire. Donc l'emploi de ces outils s'inscrit dans une utilisation naturellement plus large des services disponibles en source ouverte. Je vous avais parlé donc de NeoCities, TinyHost, Mockbean, hein, Mocky, NeoCities, FRGE, tout ça, hein, c'est des services d'hébergement gratuits, hein, qu'on appelle Infinity Free, ou d'autres services du même type qui vont être utilisés par APT. Et l'ANSI d'ailleurs a observé la réutilisation de noms de domaine et de serveurs entre différentes campagnes depuis 2021. Donc là, ça s'échelonne, vous l'avez compris, 2021, 2022, 2023. On parle des 3 dernières années. Enfin, APT28 va s'appuyer sur un ensemble de services de réseau privé virtuel, VPN, comme je vous le disais en préambule, pour masquer ces activités malveillantes, connexion à des comptes, attaque par force brute, exploitation de vulnérabilité. D'accord? Et le problème, vous le savez, hein, si le VPN accepte les crypto-monnaies, eh ben, ça, encore une fois, ça va mettre en avant la non-traçabilité des données. D'accord? Surtout si derrière il tape avec du Monero. Une liste non exhaustive des services VPN va être employée par la MOA. D'accord? Donc je vous les avais déjà cités, je vais vous mettre le petit tableau. D'accord? Et on va passer à l'accès initial. Alors, 3 méthodes d'accès initial, hein, pour avoir le foothold sur l'infra depuis 2021. Tout d'abord, l'envoi des courriels d'hameçonnage rédigeant vers une fausse page d'authentification. Ensuite, l'envoi de courriels exploitant les vulnérabilités dans le client de messagerie. On avait vu la faille inhérente dans Outlook et le cible, l'interface d'authentification, pardon, par l'utilisation d'identification valide ou d'attaque par force brute. D'accord? Donc, credential harvesting, brute force, dictionary et credential stuffing aussi. D'accord? Sur les mires de connexion. APT28 donc, a employé de nombreuses reprises pour conduire des campagnes d'hameçonnage ciblées, whaling, non, spear phishing, hein, attaque par point d'eau, ouais. Donc, on va cibler ultra ciblé, d'accord, via des campagnes d'hameçonnage ciblées. T1566. Donc ces campagnes, elles s'appuient notamment sur les techniques d'ingénierie sociale, comme toujours, pour rediriger les victimes vers des pages de récupération d'informations de connexion. D'accord? Et c'est là que tu crées, là, en l'occurrence APT28, c'est ce qu'ils ont fait, des pages d'hameçonnage qui imitent la page de connexion d'Office 365 à des entités ciblées. Hein, c'est pour ça que et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gars bien meilleurs que moi, vous avez la documentation Microsoft pour personnaliser au sein de l'entreprise, au sein de vos infras, la page de connexion Office 365. Et comme disait quelqu'un, que je ne citerai pas, c'est vrai que c'est pertinent si vos utilisateurs s'habituent à avoir une page de connexion Office personnalisée, hein, au sigle, au nom de l'entreprise, d'accord, de la filiale. Si vous êtes dans des multinationales, eh ben, ça va faire un déclenchement, un trigger dans sa tête. Si elle est redirigée vers la page de connexion Office classique 365, elle va se dire moi, ma page d'habitude de connexion, tu vois, donc ça va éviter que Michel ou Madame Michu, peut-être se fasse berner. Hein, elle va se dire, ok, je suis pas formé en cybersécurité, mais j'ai un petit peu de jugeote pour comprendre que je suis pas sur une page de connexion classique de mon entreprise. On essaye d'imiter, de spoofer la page de connexion. Ça, allez voir, il y a moyen de le faire au sein des infras. Donc le MO1 a également diffusé des courriels d'hameçonnage dans le but d'exploiter des vulnérabilités. Dans le client de messagerie, ces vulnérabilités ne nécessitent pas d'action de la part de l'utilisateur. C'est quoi? C'est du zéro clic. L'option de ces courriels est souvent construite autour d'un terme unique. Silence, celebration, interest. Encore une fois, on va susciter le désir. D'accord? Donc si c'est une 0D, aucune interaction. D'accord? 0D, 0 clic.
Ah, putain, ça fait mal, hein. Ces observations corroborent les activités d'hameçonnage, d'ailleurs, hein, liées au mode opératoire et documentées en source ouverte par d'autres homologues hein, de l'ANSI, et naturellement des éditeurs de solutions de sécurité. On a le CERT UA, hein, on a Cluster 25, Trellix, hein, qui ont écrit de maintes papiers et recommandations à ce sujet. Depuis au moins 2020, les attaques par force brute sont des méthodes de plus en plus employées hein, par APT28, donc c'est la T1190. Et les investigations internes de l'ANSI confirment que le MOA a conduit ce type d'attaque contre des serveurs de messagerie et des pare-feux exposés sur Internet hein, en utilisant des attaques par dictionnaire. Alors dans d'autres cas aussi, le MOA a identifié, je vous le disais, des comptes légitimes et il va s'y connecter par une attaque de force brute ou par énumération de mots de passe courants, password spraying, d'accord, credential stuffing et password harvesting, d'accord. Là, c'est password spraying, on parle de la T10 78, d'accord. Donc, je vais diffuser. Ces actions sont menées au travers de services VPN et d'autres réseau d'anonymisation Tor, pardon, avec des infrastructures pouvant comprendre plus de 1000 adresses IP différentes. Hein, c'est le but. On va répartir notre command and control via différents serveurs déjà. On va faire des proxys, d'accord, pour camoufler les serveurs centraux, finaux hein, du C2 et on va passer par plein de points de serveurs mandataires, de proxy, d'accord, et de reroutage des communications. On peut même se servir des CDN, hein, Content Delivery Network. D'accord. Pourquoi? Pour faire du load balancing, hein, c'est-à-dire balancer la charge réseau et en faisant ces sociétés écrans, pardon, ces serveurs écrans, et ben plus il y a de serveurs, plus tu as du mal à quoi? À comprendre qui fait quoi et voilà, quels sont en fait sur les 1000 serveurs, les 4 serveurs peut-être qui vont finaux, hein, qui vont servir de CNC. Le mode opérateur APT28, on va parler exploitation, persistance et privesc, élévation de privilèges, a été en mesure d'exploiter des vulnérabilités afin de gagner en privilèges, d'accord, sur les postes clients, les serveurs ou les équipements compromis. Dans l'un des incidents impliquant le mode opératoire d'attaque, l'ANSI a identifié l'exploitation sur OWA, Outlook Web Access, la 2020-06-88, la 2020-17-144, et encore une fois, on va poutrer un serveur Exchange. Pourquoi? Parce qu'il y a cette interface, quoi, réseau, qui est peut-être exposée publiquement, d'accord, sur une DMZ, hein, et ça peut servir de quoi? De point d'entrée, d'accord. Et malheureusement, si on exploite ces vulnérabilités, hein, ou même depuis un compte valide, on peut exécuter du code à distance sur le serveur. Là, tu as compris que c'est chaud. D'accord. Et réimplémentation de Regiorg. Pourquoi? Grâce à ça, ça va pérenniser l'accès au serveur. D'accord. C'est le point d'entrée, on crée un tunnel et tu me donnes du HTTP, d'accord, ou quoi, du SMTP, c'est pas grave. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir de ton serveur de messagerie pour rerouter vers du SSH, du SMB et du RDP. D'accord. Bureau à distance. Donc, ils ont créé également des comptes utilisateurs, d'accord, qui imitent l'identité de l'entité ciblée, je vais y arriver, ou encore utiliser des termes génériques, guest, admin, hein, et puis vous savez même qu'on peut créer des comptes invisibles, mais j'en dirai pas plus. Donc le MO est connu pour utiliser des techniques plus avancées. On a Graphite hein, qui va utiliser du COM. On a le COM et DICOM. Hein, c'est donc le COM, c'est le Component Object Model et on peut le pirater. D'accord, c'est des techniques vieilles comme le monde, mais qui se sont sophistiquées depuis 30 ans, hein, on va dire. Mécanisme de persistance. Hein, mais je vous rassure, dans les années 2000 déjà, via le COM, tu pouvais faire des petites dingueries. J'en dirai pas plus. Les opérateurs du MOA identifient généralement des zones non surveillées hein, dans le système d'information de la victime pour se maintenir et effectuer des informations de collecte et d'exfiltration. D'accord. Donc là, on passe vraiment à la phase de post-exploitation. Certains implants du MOA Credomap et les codes déployés pour exploiter les vulnérabilités dans Roundcube, hein, cette application, vont permettre également la collecte et l'exfiltration directement des informations recherchées sans mettre en place de moyens de persistance. D'accord. Donc c'est là tout le problème. Même si je vous rassure, vu qu'ils ont utilisé Regiorg, hein, je rappellerai au niveau de la Cyber Kitchen, gain d'accès, reconnaissance, pivot, persistance
enfin exploitation, persistance, post-exploitation. Hein. Ça, là, c'est cassé Lockheed Martin. Hein. On se base aussi un peu là-dessus. Donc l'ANSSI a pu constater dans ses réponses à incident plusieurs campagnes d'APT qui n'employaient aucun code ou mécanisme spécifique même. Et là, ça devient un petit peu plus dangereux, d'accord, pour maintenir un accès sur le réseau de la victime, gagner en privilège ou latéraliser, c'est-à-dire pivot, un mouvement latéral, d'accord, soit au sein du réseau, soit de compte à compte au sein d'une machine pour pouvoir faire l'escalade privilège. Et dans certains cas, donc je vous le disais, l'attaquant procède directement à l'exfiltration des données. D'accord. Ensuite, on va parler un peu CNC, collecte et mécanisme. Alors pour collecter les données, APT28 utilise à la fois des outils génériques et un ensemble de codes malveillants propres au mode opératoire. Durant la campagne d'attaque contre ces serveurs Exchange, l'ANSSI a pu observer d'ailleurs l'utilisation de TTP déjà documenté en source ouverte. Hein, LSAS, je vous le disais, avec Mimikat, hein, on fait appel à la fonction mini-dump de la bibliothèque au sein de la DLL comme SVCS, c'est la T10.03.001. Utilisation Living of the Land, hein, utilitaire natif, on va utiliser ntds.utils.exe pour récupérer le contenu de la base de données Active Directory. Je vous avais parlé du fichier NTDS. Vous savez que quoi, que c'est stocké sur un contrôleur de domaine, hein, ou chez toi, ça peut être, t'as quoi, t'as les ruches, hein, t'as ta base SAM, etc., etc., etc. Hein. NTDS.dit, tu sais, des trucs comme ça qui me passent par la tête, mais je peux me tromper, tu vois. L'emploi de l'outil, certes utile, tu le sais, en principe, on s'en sert pour certifier, mais on s'en sert en red teaming pour quoi, télécharger des ressources distantes, hein, dans l'environnement compromis. Encore une fois, on reste sur du living off the land. On est sur la T11.05. Récupération également du contenu des boîtes de courriel de personnalité d'intérêt, d'accord, probablement identifiées en amont, et parfois si c'est mal configuré ou on a des droits trop laxistes, on peut faire beaucoup de choses à partir d'une simple boîte de messagerie, hein, surtout d'un POI, hein, Person of Interest, hein, comme on dit dans le renseignement, et chez les forces spéciales et tout ça, hein, mais je peux me tromper, c'est pas mon métier. L'ANSSI a procédé à l'analyse de la CVE 2023-23-397 suite à la publication de Microsoft. Hein, l'exploitation par APT28 consiste à envoyer des courriels, des demandes de réunion, ingénierie sociale, afin de déclencher une connexion SMB. Hein, et puis là, tu as bien compris, on va faire attaque de l'homme du milieu et appel vers du SMB, réponse SMB. Tu communiquerais pas par quoi? Pas par Kerberos? Ah non. NTLM V2, je vais sniffer toutes tes communications, d'accord. On récupère le condensat d'identification et ça y est, hein, la machine est poutrée, d'accord. L'attaquant, il relaie cette empreinte, d'accord, vers d'autres services qui utilisent naturellement ce type d'authentification. Ça, c'est des techniques que vous devez maîtriser, hein, pour l'OSCP, hein, vraiment, et même après, d'accord, quand vous ferez du red teaming. Infrastructure de C2, hein, de Command and Control, service légitime, Graphite, Drive Ocean, comme j'avais dit en préambule, on va faire confiance au domaine, donc on va utiliser des domaines de confiance, quoi. OneDrive, Microsoft, Google Drive, Google, d'accord. Vous l'avez compris, je vous le disais en préambule, ça permet aux attaquants de réduire le risque de détection, d'accord. Et c'est également plus difficile pour une entité d'interdire le trafic vers ces services, d'accord. Il y a un type d'attaque qui est connu depuis un an où je peux me servir de Google Trad et Google Trad va rerouter mes requêtes vers un serveur d'une entreprise et il paraît que ça permet de contourner pas mal de pare-feux, d'accord. J'en dirai pas plus, mais c'est des techniques utilisées en red teaming. Enfin, le MOA récupère probablement un ensemble de données d'accès, hein, via des campagnes d'hameçonnage contre les boîtes de courriel de particuliers, l'implant Credomat dont je vous ai déjà parlé, qui va permettre également de collecter identifiants cookies dans les navigateurs. Ça peut être utilisé a posteriori, hein, pour mener des compromissions à plus large échelle et s'installer durablement dans un système d'information. Donc là, on est sur du T15 55003 et la T15 39. Donc, vous voyez, hein, voilà la campagne, le MOA, mais enfin, au niveau des ressources accessibles à la victime, d'accord. On voit le schéma présentant les possibilités d'exploitation, là, en l'occurrence, via la CVE 2023-397.
Ensuite, post-exploitation, dernière phase de ma cyber kill chain, d'accord? Quand je fais quoi? De l'exploitation, quand je fais une MPA, menace persistante, avancée, de la cyberguerre, hein? L'ANSSI a observé le MOA, donc on revient à différentes techniques d'exfiltration, exfil hein, dans le jargon, sur la récupération des courriels, d'accord? Compromission d'une passerelle de gestion de courriel opérée par un infogérant de la victime. Qu'est-ce que t'as dit, saltimbanque, il y a 20 minutes? Eh ben, on va essayer de quoi? De taper les LVT pour attaquer un HVT. D'accord? Bah ouais, c'est ça. D'accord? Le pauvre infogérant, lui, c'est un sous-traitant. Hein. Ah bah ouais, il savait pas. Hein. Ah, puis les systèmes sont moins sécurisés. Hein. Bah ouais, hein. On rentre comme dans du beurre. Les opérateurs du MOA ont analysé pendant plusieurs semaines hein, des courriels échangés avant d'appliquer des filtres sur les modèles spécifiques afin d'exfiltrer du contenu d'intérêt. Donc, on est résident, on observe. Hein, c'est pour ça que je t'ai toujours expliqué qu'en MPA, on peut rester 6 mois dans un système pour comprendre. Hein, et plus le système est complexe, critique, plus on va rester résident. Hein, et je vais essayer de rester résident dans ton tank pour savoir comment son système d'armes fonctionne. Je vais rester résident dans ta centrale parce que je veux comprendre comment tu as implémenté certains bus, hein, mode bus, système SCADA, ICS, hein, pour comprendre tu vois, comment je peux hein, couper la lumière, comme l'ont fait les Russes hein, avant d'attaquer l'Ukraine il y a quelques années. Donc voilà, plus le système est complexe, plus je serai résident. D'accord. Et voilà. Et c'est pareil, même les cyberattaquants qui rentrent dans des grands systèmes bancaires, des grandes banques, d'accord, dans le réseau SWIFT, on m'a dit ça, je suis pas sûr, hein. Ils vont rester un an, analyser les flux financiers, les applications, les protocoles pour faire de big heist, hein, le grand casse et détourner des milliards. Hein, je crois qu'il y avait des hackers des Philippines, Malaisie, là, par là-bas. Hein, je sais plus, il y a quelques temps, Pakistan, je sais pas, je sais plus. Excusez-moi, ma mémoire me fait défaut. Ils se sont fait attraper à la dernière minute. Ils avaient réussi à détourner 3 milliards de dollars. Ça fait des belles vacances au soleil, hein, moi je dis. Donc, vous l'avez compris, restons sérieux. Au moyen d'une règle d'archivage, chaque courriel correspond à des filtres. Il va être archivé sur le serveur contrôlé par l'attaquant. Et après, on exfiltre tout ce contenu d'intérêt. Encore une fois, on va raffiner l'information, un peu comme un site. Donc, dans certains cas, le MOA utilise des secrets de connexion à la boîte de messagerie de sa victime pour accéder à du contenu d'intérêt sans mettre en place de l'exfiltration automatisée. D'accord? Si j'ai accès à ta boîte aux lettres de messagerie, je peux quoi? Je peux envoyer quoi? Un mail, l'effacer, hein, effacer mes traces? Non. Peut-être la boîte de messagerie, elle va garder aucune trace. Hein. Tu peux effacer tes traces au sein de la boîte de messagerie. Il y aura peut-être des traces sur quoi? Sur le serveur de messagerie. Mais si tu accèdes au serveur de messagerie, tu peux quoi? Envoyer vers l'extérieur des messages, effacer tes traces. Et, il ne sera rien passé. Hein. L'administrateur, il a les mêmes droits que toi. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sensible. Mais les TTP s'inscrivent dans la continuité des opérations du MOA documentées en source ouverte, à l'instar de la compromission des serveurs hébergeant l'application Roundcube. D'accord? Donc, l'ETA a exfiltré le contenu des boîtes de messagerie électronique par le biais de règles de redirection. D'accord? Ça peut être intéressant et on va détourner des règles de redirection. L'implant Credomat utilise le compte de messagerie compromis hein, pour exfiltrer les données, malheureusement, de navigateurs qui ont été récupérés. On va utiliser le protocole IMAP. D'accord. D'autres campagnes, d'ailleurs, où le MOA a utilisé des services en ligne. Hein. Je vous ai dit PipeDream, Mockbean, Mocky, etc. Hein, pour récupérer l'exfil, le contenu exfiltré. L'ANSSI observe un ciblage accru par le MOA à l'encontre d'infrastructures de messagerie à des fins d'espionnage stratégique, d'accord? Quand je fais de la cyberguerre, j'ai quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Je te dis oui, bien sûr, l'économie, l'industriel, l'économique, le technologique, d'accord? Mais je fais quoi? Je t'ai dit, on fait du cinétique ou du non cinétique. Si on fait du non cinétique, on détruit pas, d'accord? On fait du renseignement, on peut peut-être perturber, mais c'est quoi les deux fins de la cyberguerre? C'est soit de l'espionnage tactique, soit de l'espionnage stratégique, d'accord? Si vous en connaissez d'autres, vous me le dites. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Donc, au travers de différentes techniques, ça démontre la capacité du MOA, hein, tout simplement à collecter les informations sur la victime en amont afin d'adapter son niveau de sophistication de ses attaques. Je t'ai dit, t'attaques, tu vas pas donner tes meilleurs 0D. Pourquoi?
pour aller pirater un EHPAD. Sinon, t'es vraiment le dernier des crétins. Mais de toute façon, si tu pirates un EHPAD, t'es le dernier des crétins. Donc, excusez-moi. Ça sort. Ça sort comme ça. C'est tout seul. Bon, et l'IMAP, je vous rappellerai pas, mais c'est un protocole qui permet d'accéder et de manipuler des messages électroniques sur un serveur, d'accord? On a quoi? IMAP, on a du POP3, on a du SMTP, je sais plus trop. Tire à voir. Les actifs doivent être protégés, l'état actuel du système d'information les supportant et du niveau de compétence des personnes aussi, l'utilisant et l'opérant, c'est toujours le même problème. Forme ton personnel, la nature des menaces vis-à-vis desquelles il convient de se préparer et par conséquent donc les mesures de sécurité appropriées qui vont être mises en œuvre et surtout entretenues dans le temps. D'accord, c'est très important. C'est pas une fois, c'est la régularité qui permet et puis les bonnes procédures. D'accord, formation du personnel, gestion du risque, qui va permettre redondance des systèmes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout ça qui va permettre tout simplement votre cyber résilience. Et puis déjà, avant de souhaiter une cyber résilience, déjà essayez d'endiguer l'attaque. Le mieux c'est pas de se faire pirater. Qu'est-ce que dit l'adage? Il vaut mieux quoi? Prévenir que guérir, je crois, mais je suis pas sûr. Donc sécurité des échanges au niveau du courriel électronique, confidentialité des échanges via les courriels électroniques, plateforme d'échange sécurisée, réduction des risques via le détournement de courriel depuis la messagerie utilisateur, les courriels en transit également. Faut faire attention, usurpation d'identité, via l'envoi de courriels piégés depuis ou vers des interlocuteurs. On va essayer de réduire la surface d'attaque, d'accord, des interfaces webmail, de messagerie web, le principe de latéralisation au sein de Microsoft Exchange aussi. Il y a du hardening. Je vous redirige vers les baselines du DoD américain, de l'ANSI, de ce que vous voulez, du CACI. Qu'est-ce qu'on a? Les Allemands, j'ai oublié le nom, l'équivalent de l'ANSI. Waouh! Trop de mémoire, excusez-moi. Enfin bon, bref, vous avez même les baselines Microsoft, tout simplement les Security Baseline Guidelines Microsoft. Allez voir, tout est sur leur site. Architecture de messagerie sécurisée, capacité d'investigation pour identifier des courriels malveillants. D'accord. Ensuite, on va parler un petit peu de la sécurité des données d'authentification, puisque là, ça pose des problèmes. Donc, encore une fois, on va faire de la réduction de risque engendrée par la base, les bases de fuite de données. Nos bases de données, il faut les protéger, c'est très important. Les attaques par force brute. Si le mec, tu vois, passe son temps à brute force via la même adresse IP, tu peux commencer à te poser des questions. Et si tu as 1000 PC qui viennent attaquer ton système en brute force, tu peux aussi te poser des questions. D'accord? Tout ce qui est campagne d'hameçonnage, il faut former le personnel et il faut justement gérer le spam, entre direct. Et vous le savez, le NTLM, V2, tout ce qui est NTLM, LM, pas NT, ou NT, pas LM, je sais plus, tu iras voir. Abus de langage, comme diraient certains, tu sais qu'on peut sniffer via des outils de certains informaticiens français. On ne citera pas de nom, on leur fait un petit coucou. Allez voir Responder. Sécurité des postes utilisateurs, hardening, il n'y a pas de secret, et puis logiciel pilote malveillant, détourné à des fins malveillantes. Tu sais que tu dois créer, tu as un fichier UPX au sein de Windows, et je t'avais montré comment faire du hardening, implémenter notamment toute une liste de pilotes malveillants qui ne doit surtout pas être chargé, puisque tu charges mon pilote, et ça y est, j'étais dans le userland, je passe dans le kernel land, tu vois, et à partir du kernel land, je peux maintenant accéder même à plus bas, -1, -2, -3, ou commencer à faire des menaces persistantes avancées et te rootkit ta machine, te bootkit ta machine. C'est pas marrant ça, il paraît qu'il faut l'acheter après. Sécurisation de l'accès au contenu hébergé sur Internet. Mise en œuvre d'un serveur mandataire, inspection TLS maîtrisée, il n'y a pas de secret. Il faut chiffrer. Et encore une fois, ne pas donner accès et minimiser les interfaces de connexion, interface de connexion, d'authentification, d'accord. Il faut que ça reste en interne, d'accord. Si tu mets ça, tu as une passerelle qui est publique, tu sais que Toto, il va commencer à l'attaquer. Et quand je dis Toto, dans le jargon, dans mon jargon, chez pas mal de gens, Toto, c'est le TA, c'est l'acteur de menace, d'accord. C'est pour ça que moi je rigole et je vous dis tout le temps, moi je suis Toto le hacker.
Alors, mise en œuvre d'un serveur mandataire, je te le disais, identifier, limiter l'utilisation détournée des services spécialisés en ligne, hein. Puisqu'on leur fait confiance, ah bah ouais, mais bon, trop de confiance et tu te fais baiser. Excusez-moi. Ok, donc guide de méthode IBIOS Risk Manager, hein, recommandations relatives à l'authentification MFA, multifacteur, hein, mot de passe, interconnexion d'un système d'information à Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, regarde les recommandations, d'accord? Recommandations pour la mise en œuvre d'une politique de restriction logicielle sous Windows, d'accord? Il n'y a pas que AppLocker, tu l'as bien compris. Recommandations de sécurité pour l'architecture d'un système de journalisation, R6log sur du Linux, où bah, tu vas tout exfil, hein, le WT, tout ce qui est observateur d'événements, tout ça, tu dégages sur un serveur, d'accord, de journalisation, et après tu intègres ça, mon petit copain, dans ton SOR, SOAR, ou dans ton SIM, SIEM. Et merci, au revoir. Recommandations de sécurité, la journalisation des systèmes Windows dans l'Active Directory, c'est obligatoire, mais pas que ça. Hein, tout ce qui est PowerShell, appel PowerShell, allez voir si on n'est pas en train de bidouiller les droits, si on fait pas des bypass au niveau du PowerShell. Qu'est-ce qu'on essaye de passer? On était en constraint language, le gars essaye de passer quoi en unconstrained, d'accord? Tu peux te dire, putain, il est en train de faire des trucs bizarres, lui, hein. Classe de vulnérabilité et environnement au sein de l'Active Directory, tous les points de contrôle, d'accord? Allez voir vos sauvegardes, hein, on pourrait les infecter. Allez voir vos points de restauration, on pourrait les infecter, etc., etc., hein. Tout ce qui est driver, naturellement. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la sécurité des échanges électroniques. On a bientôt fini. Il n'y en a plus que pour 20 minutes. Vous pouvez souffler. Faites-vous encore un café si vous voulez rester avec moi. Voilà. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Alors, si on doit parler des courriers électroniques, hein, qui peuvent être échangés au sein d'une entité, vous savez que c'est un support de communication d'apparence ordinaire, hein. Tout le monde en utilise, mais c'est une source d'information d'intérêt, hein. Je vais avoir les négociations en cours, les commandes, les documents stratégiques, les rapports, les documents économiques, administratifs, rendez-vous. D'accord? Qu'est-ce que je te dis? Je te dis, on va mapper. Il y a deux surfaces d'attaque. Il y a tes systèmes d'information et il y a toi en tant qu'entreprise, d'accord? Et l'entreprise, c'est quoi? Bah, c'est la bonne circulation de l'information. Si j'arrive à intercepter ces informations, je commence à faire de l'espionnage technique, industriel, économique. En tout cas, je commence déjà à mapper quoi? Les différentes entités dans une entreprise pour savoir qui je vais attaquer. Ça fait également partie de la phase de reconnaissance. Ce n'est pas que des systèmes d'information, ce n'est pas que des ordinateurs, je vous le répète. Vous devez avoir cette vision holistique. Donc le MOA, il va s'intéresser à une entité, son écosystème, prospects, clients, fournisseurs, partenaires commerciaux, non commerciaux, d'accord, sous-traitants, autorités de régulation, conseils, audit, etc., etc., d'accord. Donc il est souvent difficile, voire impossible de garantir qu'aucun des serveurs assurant le routage des courriels, hein, puisqu'on a des agents de transfert de courriel, on a des passerelles de filtrage, on a des passerelles également de gestion des messages, serveurs de messagerie, bah, et qu'on n'a pas piégé. D'accord? Pourquoi? Bah, le but, encore une fois, exfil, obtenir une copie des échanges ou même les altérer. D'accord? Parce que là, on peut commencer aussi à rentrer, je te disais, dans le mille deck, hein, dans la déception militaire, la ruse militaire. C'est-à-dire que je vais altérer tes données. Micheline, on a signé un contrat à 23 millions. Bah non, non, en fait, c'est un contrat à 2 millions. D'accord? Ah, on a perdu un contrat à 25 millions avec nos amis américains bah, ou russes. Ah bah non, finalement c'était un contrat à 3 milliards, d'accord? Tu peux quoi, intoxiquer, tu peux commencer à faire de la guerre psychologique, et là c'est encore plus pervers, puisque, bah, comme je vous disais, guerre cognitive, cyberguerre fusionne, d'accord? Et c'est le but, d'accord? Donc c'est très 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 dangereux, parce qu'on oublie cette cognition. Et puis la conscience de la situation. Et puis comment on peut influencer sans que tu t'en rendes compte. Tu vois, ou tes propres systèmes, tu sais plus, tu peux plus leur faire confiance. Est-ce que mon pupitrage me dit la vérité dans ma centrale? Est-ce que quoi? Est-ce que la bourse, hein? Est-ce que j'ai perdu quoi? J'ai perdu 3 points en bourse ou je viens de perdre 50 points? D'accord? Et il y a des places financières qu'on va pouvoir quoi altérer les données en temps réel, modifier des transactions au sein de réseaux internationaux type Swift. Voilà, ça commence à être dangereux, hein. Si je te dis que tu vas au DAB, tu retires de l'argent, il te dit que tu as 10 000 euros et que tu peux les retirer alors que tu n'as plus que 300 euros sur ton compte, tu as bien compris que tu vas avoir des problèmes dans ta banque. Si on doit parler d'un État-nation, tu as bien compris que tout ça, c'est critique, hein, pour notre État-nation. Et justement, influencer les informations parfois sensibles, ben, c'est une guerre psychologique, hein, et ça peut dérouter l'adversaire, hein, mais là, ça, je t'avais déjà expliqué tout ça. Donc, ça peut être encore une fois complexe
C'est systématique, systémique même, j'ai envie de dire, et les mesures de sécurité les plus efficaces restent le chiffrement de bout en bout, hein, en P2P, à des pièces jointes, hein, point par point, mais de point à point, hein, de bout en bout. Des pièces jointes susceptibles de contenir des informations sensibles, hein. On a Z, les mimes, le PGP, l'archive, hein. On peut chiffrer pardon, des archives et à noter que les secrets ou les données d'authentification utilisées pour le chiffrement-déchiffrement doivent être partagés, hein, avec des interlocuteurs au travers d'un autre canal qui lui est sécurisé. D'accord. Je te rappelle que tu pars du principe que ton adversaire, hein, si tu es un État-nation, une armée, va à la capacité d'intercepter tes communications. D'accord. Donc non seulement je chiffre mes données, mais je les envoie dans un tunnel, lui-même encapsulé, d'accord, sécurisé, d'accord, principe de double, triple, quadruple, encapsulation, type réseau en oignon, Tor, I2P, etc., etc., etc. Lors de la mise en œuvre de ce type de sécurité, il ne faut pas oublier de mettre en place des séquestres, des secrets de chiffrement, séquestre aussi, rotation des mots de passe, hein, séquestre des mots de passe. Les porteurs de ces secrets doivent être indisponibles de façon ponctuelle ou permanente et la continuité d'activité pourrait en être affectée. D'accord. Si jamais, bah quoi, bah merde, la machine elle est chiffrée, je peux plus rien faire. Hein. T'as la clé de déchiffrement, Bobby? Ah bah non, d'accord. Et ça peut être la pire, bah, c'est ce que font quoi, bah, les rançons logiciels, les ransomware, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te chiffrent et après, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, soit ils te donnent la clé privée pour pouvoir déchiffrer tes données, soit ils te niquent la gueule, quoi. Ils effacent la clé privée. Ah merde, hein, j'ai un système d'information qui est chiffré, il n'y a plus personne qui a la clé. Hein. Ah bah, ça va être très compliqué. Tu as bien compris. Ensuite, plateforme d'échange sécurisée. Hein. L'emploi d'une plateforme d'échange sécurisée en complément des courriels est également recommandé pour faire transiter les informations sensibles. La sécurisation de ce type de plateforme devra faire l'objet d'un soin particulier. Authentification multifacteur, réduction de la surface de fonctionnalité, donc la surface d'attaque au strict nécessaire, hein. Purge à intervalles réguliers des données en transit. Rappelez-vous qu'il y a des données dans des caches, hein. Je dis ça, je dis rien, d'accord. Tu peux quoi? Tu peux accélérer même des serveurs via des mêmes caches, hein. Tout ça, on ne pense pas, mais il y a des buffers, il y a des caches, il y a des données bah, qui restent et si on y accède, bah, j'ai peut-être quoi, bah, des données sensibles. Hein. Si quoi, bah, il y a des données qui restent en transit dans ta mémoire, genre quoi, Elsas, t'as tes clés de chiffrement qui tournent dans ta RAM, bah, je vais te faire une attaque cold boot, je vais intercepter tes quoi, on va te dumper via Elsas et bah quoi, Elsas quoi, bah, et ça tourne en mémoire. Ah ouais, ça tourne en mémoire, pas de chance. Hein. C'est peut-être un peu mieux. Après, on a inventé le TPM. Hein. C'est stocké quoi, dans des petites puces chiffrées, mais qui ont elles aussi leurs failles inhérentes. Je ne vais pas développer. Mais voilà, hein, il faut penser à tout ça. Réduction des risques de détournement de courriel depuis bah, le end user, la boîte de messagerie utilisateur. On a de nombreuses applications de messagerie qui vont permettre de créer des règles de copie et de redirection automatique. Hein. C'est utilisé tous les jours en entreprise sur les courriels reçus ou émis. Ne serait-ce, je pars en vacances 3 semaines, hein, et redirection, je sais pas, des mails vers ton N1, N2 ou N3. Euh, Donc ça permet, hein, ce type de mécanisme de compromettre les boîtes de messagerie des cibles. Les fonctionnalités étant déjà présentes, bah, on va se servir de ça. Pourquoi? Bah, de façon discrète, on peut peut-être l'activer. Ça va rester longtemps inaperçu par l'utilisateur légitime, hein, puisque, encore une fois, tu es allé voir, hein, moi, la plupart des gens avec qui je travaillais, des règles de redirection, à part les cadres hein, qui l'utilisaient au quotidien. Madame Michu, elle utilise sa balle. Hein, comme un trou. Non, j'allais faire une mauvaise faute. Pardon. Comme donc sa boîte aux lettres, hein, quand je parle de balle, Outlook, voilà, hein, ça marche, ça marche. Moi, je peux aller voir s'il y a des filtres, des règles de redirection. Tout ça, je sais pas. Et c'est normal. La dame, elle n'a pas été, ou le monsieur, n'a pas été formé là-dessus. Donc les applications le permettent. Si ce type de mécanisme n'est pas nécessaire pour un motif impérieux, l'ANSSI recommande, dans la mesure du possible, de les désactiver. Un défaut de les rendre configurables uniquement aux personnes ou aux services en ayant absolument besoin. Encore une fois, pourquoi Madame Michu, on lui laisse cette possibilité, d'accord? Ou d'autres.
Donc l'ANSSI recommande par ailleurs une revue périodique de ce type de configuration de redirection. Ouais, c'est vraiment important afin de s'assurer de leur légitimité. Ensuite, on avait vu qu'on a des soucis au niveau des courriels en transit. Hein, et il est important de ne pas oublier qu'une attaque peut choisir de s'attaquer directement aux passerelles de filtrage de courriel en se situant naturellement en amont du serveur de réception d'une entité. D'accord. Donc, en cas de soupçon de compromission des courriels et en l'absence de traces suspectes sur le système d'information, il est important d'investiguer sur ces briques en amont. Tout d'abord en vérifiant leur configuration, si elle est cohérente et qu'elle n'a pas été altérée. Hein, réaliser une copie de tout ou en partie des courriels vers un serveur tiers, c'est possible si je commence à altérer le filtrage, la sélection, la redirection, comme on l'a vu. D'accord. Pensez au gateway, hein, aux passerelles. Il y a quoi? Il y a des correctifs de sécurité, on les a appliqués, c'est à jour. On a mis publiquement une interface d'administration que je peux attaquer de l'extérieur. Ah ouais, c'est dangereux quand même, hein. Susceptible d'offrir une porte d'entrée à un attaquant. Ah bah ouais, je pense, hein. Mais je suis pas sûr. Là, on l'a vu, hein, ça marche bien, hein. Le cas échéant, il conviendra de procéder à des investigations numériques à la recherche de traces de compromission. Dans le cas où des services sont externalisés ou opérés à partir d'un prestataire, il est nécessaire d'assurer que le service intègre tous les mécanismes de sécurité, les options de configuration qui répondent en fait à un besoin, en particulier sur les points suivants. Tout d'abord, le chiffrement de communication, enfin, tout ce qui est cloisonnement euh, logiciel, des autres clients, journalisation des événements, auditabilité, je vais y arriver, des configurations, capacité de détection des incidents de sécurité ou des événements inhabituels. Mais ça, c'est les bases en blue teaming, d'accord? Et puis, si des doutes persistent, il faut des investigations numériques complémentaires avec le prestataire, d'accord, qui sont réalisées. On va envoyer les gars de l'ANSSI ou d'autres gars, hein, des CERT, qui vont être habilités à faire du DFIR, hein, Digital Forensic Incident Response. Hein. Je suis pas sûr, c'est pas mon métier. Donc, usurpation d'identité lors de l'envoi de courriels piégés depuis ou vers des interlocuteurs. Hein, je vous disais que on a des filtres qu'on applique. On a le SPF, le DKIM et le DMARC. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Je vais parler du SPF, c'est le Sender Policy Framework. Tout simplement, ça permet de spécifier les adresses IP des serveurs autorisés à émettre les courriels d'un domaine. Ensuite, on a le Domain Keys, Identified Mail, donc DKIM, qui permet l'authentification, cette fois-ci du domaine, de messagerie d'un courriel à l'aide d'une signature cryptographique. Donc ça, c'est excellent, hein, il faut le faire. C'est 3, en fait, hein, vous n'avez pas le choix, vous faites les 3. Et enfin, on a le Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, hein, qui permet à l'identité de définir une politique de traitement de ces courriers envoyés en fonction des résultats de conformité SPF et DKIM. Hein. Ça empêche le spoofing, ça empêche pas mal d'attaques qu'on peut faire sur vos serveurs de messagerie. Donc, sans avoir à compromettre un compte de messagerie, il est aisé pour un attaquant de contrefaire, spoofer les courriels avec le nom de domaine d'une entité ou de ses interlocuteurs. Donc ce stratagème peut être utilisé pour tromper la vigilance d'un utilisateur en lui envoyant des courriels. Mais ça, je vous l'avais expliqué dans mes cours sur le blue teaming. Je vous parlais de SPF, des EKIM, des marques, et on avait fait une étude de cas où je vous montrais comment on avait usurpé l'identité de quelqu'un et envoyer des mails de phishing. Si vous voulez vous former sur toutes ces techniques, allez voir Let's Defend. D'accord. Et payez-vous un abonnement. Franchement, c'est un site excellent qui vous donnera les bonnes bases pour travailler dans un SOC en blue teaming et avoir cette mentale. Encore une fois, zero trust. Zero trust au niveau de mon infra, zero trust au niveau des mails qu'on m'envoie. Saltimbanque souhaiterait vous contacter pour ceci, cela, et faites-lui un gros doigt d'honneur. Donc, plus sérieusement, pour limiter la nuisance de ces courriels, en amont de leur réception par les utilisateurs, l'ANSSI encourage à mettre en œuvre certains protocoles pour vérifier tout simplement l'authenticité et l'intégrité des courriels. Il nécessite une configuration non seulement par l'entité expéditrice sur les enregistrements DNS des noms de domaine, mais aussi par l'entité destinataire sur les serveurs SMTP de réception. D'accord ? Alors, ensuite la réduction de la surface d'attaque, je regarde un petit peu. Alors les interfaces de messagerie web, on va en parler un petit peu, et également on va faire de la réduction de la surface d'attaque. J'ai oublié le terme en anglais. ASR, Surface Attack Reduction.
SAR, je sais plus, en anglais, excusez-moi, un petit trou de mémoire. Mais bon, ça revient au même, hein, il faut les sécuriser. Vous savez que les interfaces de messagerie, c'est le cible de choix pour les attaquants, en raison de leur surface d'attaque importante, hein, qui est liée à leur richesse en fonctionnalité. Donc, on l'a vu ces 3 dernières années, on a vu différentes vulnérabilités, hein, qui ont exposé ces services. Certaines vulnérabilités ne nécessitaient aucune authentification préalable, hein, et parfois l'accès à un seul compte suffisait pour mettre en péril l'ensemble des actifs. Donc, comme de nombreux autres acteurs, hein, ils se sont servis massivement de ces brèches. On a l'ANSSI qui a traité et continué de traiter de nombreux cas de compromission comme point de départ, avec malheureusement les webmails, d'accord. Donc, ne les exposez pas publiquement sur Internet, ne les rendez accessibles qu'en interne ou via un VPN, d'accord, pour les personnes en situation de nomadisme, de télétravail, d'accord. Néanmoins, hein, si pour d'impérieuses raisons opérationnelles, ces accès doivent être exposés, il faut, comme recommandé, apprécier les risques, hein, de mise en œuvre, puisque une chaîne d'accès à des ressources dédiées, ça peut être des vecteurs d'attaque. Donc, il faudra mettre en place des restrictions d'accès aux seules boîtes de messagerie concernées, une stratégie renforcée de détection. D'accord. Un serveur d'exposition, ça peut être un portail de messagerie web qui va être hébergé au sein de la zone de service exposée, d'accord, via une DMZ, la configuration ou une DZ, la configuration d'accès aux boîtes de messagerie concernées uniquement, la protection du serveur d'exposition par un serveur mandaté, on passe inverse, hein, donc un reverse proxy. Il nous faut un WAF, un pare-feu applicatif hébergé en zone de service de relais, hein, donc généralement on va mettre deux pare-feux, hein, et faire une DMZ, d'accord. Un pare-feu qui protège l'interne et un autre pare-feu qui protège l'externe. Mise en œuvre d'une authentification double facteur pour les utilisateurs. Fourniture d'un certificat électronique. Donc c'est des mises en œuvre qui peuvent être pas complexes, mais un peu lourds, mais c'est un mal nécessaire pour renforcer votre défense, hein. La définition d'une stratégie renforcée de détection, géolocalisation des connexions, nombre d'authentifications échouées, volume de courriel échangé, etc., etc. On peut tirer des patterns. Grâce à ces patterns, via du CTI, on peut se poser des questions légitimes et se dire est-ce que le gars, déjà, il est où? D'accord. S'il est au fin fond de la Thaïlande, peut-être que c'est pas un de nos salariés. Tu vois, des choses très simples, mais déjà euh, qui sont utilisées couramment par les fournisseurs de cloud, par les GAFAM. Une veille rigoureuse sur les publications des vulnérabilités, hein, il faut faire de la veille proactive, hein, c'est bien le problème, affectant ce type d'application. Et quand c'est des 0D, il faudrait peut-être faire de la recherche et développement et trouver les failles avant nos adversaires. Mais bon, ça c'est... Je dis ça, je dis rien. Cependant, il est important de noter que dans le cadre d'infrastructures, si on parle de la composante courriel donc de Microsoft Exchange, il n'est pas possible de dissocier les fonctionnalités de messagerie web des autres fonctionnalités du serveur ou du cluster Microsoft Exchange, hein. De facto, par nature, hein, le serveur Exchange dispose d'une emprise très forte dans un écosystème Microsoft, car il permet notamment la gestion de tous les comptes, hein. À l'exception de ceux constituant le tier 0, hein, d'un domaine Active Directory. Mais vous avez bien compris, c'est critique, hein. Quand tu parles d'AD, tu sais tout de suite que l'attaquant, il va viser de l'exchange, il va viser tes contrôleurs de domaine, puisqu'avec ça, vous êtes le roi, si je peux me permettre. Par conséquent, donc, la compromission d'un serveur Microsoft Exchange, par exemple, à travers l'interface web, mettra en péril le système d'information, hein, il faut bien le comprendre. Ensuite, latéralisation au sein des serveurs Microsoft Exchange, hein. Si on doit développer, vous comprenez bien maintenant qu'une mauvaise configuration ou une configuration dite historique du serveur Exchange peut disposer de droits privilégiés, hein. Et par défaut, il y a plein de droits privilégiés. Et si tu les modifies pas, ça va être des vecteurs d'attaque. Tu le sais, on l'utilise fréquemment, nous, en pentest. En cas de compromission, un attaquant peut abuser de cette situation pour élever ses privilèges et prendre le contrôle d'un annuaire AD, entraînant de fait la compromission du système d'information associé. Dans une logique de sécurité en profondeur, l'ANSSI encourage à vérifier que l'annuaire AD a été durci, hein, toutes les techniques de hardening pour empêcher, hein, ces risques d'élévation de privilèges privesques en cas de compromission d'un serveur Microsoft Exchange. Maintenant, parlons un petit peu de l'architecture de messagerie sécurisée, hein. On a vu que là, on est parti gain d'accès via du phishing, via du spear phishing. Ok, donc comment je peux protéger mes systèmes d'information en interne
des courriels malveillants. Eh ben, il faut se reposer sur une architecture qui va s'appuyer à la fois sur des relais de messagerie et tout ça au sein en fait d'une passerelle sécurisée. Alors, on va parler un petit peu. Vous connaissez le SMTP, mais pour les besoins de messagerie externe à l'entité, c'est-à-dire une interconnexion à quoi? À l'extranet, à l'internet, au cloud, appelle-le comme tu veux. Au moins, un serveur SMTP doit être positionné au sein de la passerelle Internet sécurisée. Néanmoins, en tenant compte de la complexité et des coûts associés, il est recommandé en fait de dédier tout simplement un serveur SMTP pour l'envoi et un autre pour la réception de courriel. On va mettre deux machines virtuelles distinctes au sein de la passerelle Internet sécurisée. D'accord? Mais il faut les configurer également en conséquence. On va voir un petit peu, tout d'abord le SMTP d'envoi, il n'accepte les courriels que depuis une liste de serveurs autorisés, d'accord, des serveurs relais internes ou des serveurs de balles, de boîtes aux lettres, et il va assurer les fonctions de nettoyage des entêtes, les headers, afin de limiter la divulgation d'informations, les leaks pouvant être réutilisés par un attaquant. Suppression des entêtes, le received, le X forward, blablabla. Ensuite, le serveur SMTP de réception qui applique les premières règles de sécurité, qui va assurer les fonctions d'analyse protocolaire et de contenu, qui va qualifier les courriels nécessitant une mise en quarantaine et transmettre in fine les courriers à un autre serveur relais de l'entité ou un serveur de boîte aux lettres. Et troisième composante critique, un serveur de relais au sein du système d'information interne. D'accord? Et donc, il va être chaîné à la fois au serveur d'envoi et de réception, et c'est lui qui va exposer à Internet, qui va être exposé à Internet au travers de cette passerelle sécurisée. D'accord? Donc à noter que si finalement un seul serveur est positionné au sein de cette passerelle Internet sécurisée pour assurer cette fonction d'interface entre l'interne et l'externe, la logique de configuration des fonctions d'envoi, réception et relais reste naturellement applicable. Pour les besoins de messagerie interne, c'est-à-dire sans interconnexion à Internet, il faudra déployer au moins un serveur relais au sein du système d'information interne qui va être, lui, dédié aux besoins internes uniquement. C'est vraiment important. Et ce serveur ne doit être en aucun cas chaîné à un serveur SMTP exposé sur Internet. Sinon, vous êtes en train de créer un tunnel qui va être attaqué et qui va permettre de compromettre le réseau interne. D'accord? Au niveau de la CKC. Ok. Capacité d'investigation également, d'identifier des courriels malveillants. Vous savez que ça peut être coton, si vous me permettez l'expression. Donc les dispositifs de sécurité, de filtrage en amont des serveurs de messagerie ne sont pas infaillibles. Vous le savez, comme je vous le disais, des messages malveillants peuvent être reçus malheureusement par les utilisateurs. Donc il est important à la fois de connaître les capacités de journalisation et de recherche. Ces mécanismes pourront être mis en contribution sur la base d'un signalement, un ou plusieurs courriels suspects ou les activités associées qui devront être recherchées. D'accord? On va se baser sur nos IOCs, sur nos Indicators of Compromise, les indicateurs de compromission en bon français, sont partagés et ils portent très souvent sur à la fois une ou plusieurs adresses émettrices, destinataires, le fameux domaine malveillant détourné, l'objet du courriel, le corps, le body du courriel contenant texte, lien, un ensemble de mots-clés et la période d'émission et de réception. Temporalité, très important. Quoi? Un principe de non-répudiation. D'accord? Tire à voir. Je crois que ça s'applique un peu partout. Concernant les pièces jointes, les indicateurs portent le plus souvent sur les noms, les extensions, les métadonnées et le fingerprint. MD5, SHA-1, SHA-256. Algorithme de quoi? De HH. D'accord? Le contenu. Donc les IOC, ils peuvent être précis ou encore portés sur un schéma caractéristique recherchable, par exemple au travers d'une expression rationnelle ou d'une règle YARA. YARA, Redex, c'est vraiment les bases. L'identification d'un courriel malveillant doit être vue comme un point de départ d'une investigation et ne doit pas seulement se résumer à une action de suppression. D'accord? Sinon, on ne pourra plus analyser. Il faut garder cette antériorité et faire du forensique. Donc, est-ce que le courriel malveillant a été bloqué ou non par les dispositifs de filtrage en amont? Dans un cas comme dans l'autre, quelles sont les conclusions d'analyse de ces solutions en amont? Est-ce que je peux récupérer une copie? Est-ce qu'il y a plusieurs utilisateurs qui ont reçu ce même courriel? Existe-t-il d'autres variantes de ces courriels dans l'environnement? Est-ce que là où les personnes concernées ont effectivement reçu, ouvert, supprimé, transféré le courriel ou ses pièces jointes? Si oui, comment, à qui? Où, quand, quoi, comment, à qui, pourquoi, pour qui?
pareil, des questions que tu dois constamment te poser. Des activités système ou réseau suspectes, quoi, depuis le compte où le poste des utilisateurs ont été observés suite aux actions précédemment identifiées. D'accord? Tu traces les patterns, les indicateurs de compromission vont te donner quoi? Déjà des patterns, ok, qui ont été employés, et ça va définir les petites étapes qui vont permettre de quoi? Qui agglomérer, permettre la CKC, d'accord? Le MO1, d'accord? Mode opératoire d'attaque. Donc, pour répondre à ces questions, il faut disposer de différents points de journalisation qui sont collectables, qui peuvent être corrélés. On corrèle l'information, c'est les bases. Passerelle de filtrage, serveur de messagerie, poste utilisateur, proxy réseau, pare-feu, annuaire Active Directory, le cas échéant. Ces événements ayant pu survenir plusieurs mois en arrière, même des années, je rappellerai, en MPA, menace persistante avancée, il est donc recommandé en accord, naturellement, avec des contraintes légales ou réglementaires et des capacités de l'entité de dimensionner suffisamment la conservation de cette journalisation. Et le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. J'ai pas des infrastructures calibrées. Pourquoi? Pour faire cette journalisation. Et puis moi, durcir tous mes systèmes et mettre en place la journalisation, parce que je crois qu'il y a d'autres directives de l'ANSSI qui t'expliquent comment mettre en place ce type de journalisation sur des éléments clés de ton infra. Eh ben, moi, j'ai pas le temps. Il va falloir payer des ingénieurs. Ça me coûte trop cher. Tu vois. Et si on fait pas ces efforts, vous voyez que on peut compromettre tout un pays. On en revient à la cyberguerre et aux 5D. Deny, degrade, deceive, destroy. J'en ai oublié un. Mais je t'avais expliqué un petit peu comment on pense au TAO, à la NSA. Enfin, échanger avec les personnes concernées sur les actions qu'elles ont pu réaliser de ces courriels est également important. D'accord? Parfois, il n'y a aucune charge ou lien malveillant. Il y a juste une liste d'instructions effectuées par l'utilisateur. Donc là, on rentre dans l'ingénierie sociale. D'accord? Donc il faut mettre du contexte et comprendre aussi qu'on est en train de se faire intoxiquer via des techniques de spear phishing, de whaling ou de smishing, de phishing, ce que vous voulez. D'accord? On essaye de s'attaquer à l'être humain. Je rappellerai, les experts s'attaquent à vous, l'être humain. Les débutants s'attaquent au système d'information, aux ordinateurs. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que on s'attaquera toujours à l'humain, c'est le maillon faible, et ensuite on rebondira sur les SI. D'accord? Et là, on l'a vu, ça a été le gain d'accès, via du Outlook, via du phishing. Donc, fuite de bases de données, vous savez qu'elles sont de plus en plus malheureusement présentes et à la recherche de mots de passe, d'accord. Voilà, et malheureusement, il n'y a pas que les kiddies qui font ça, il y a aussi des APT. D'accord. Donc il faut plusieurs mesures complémentaires. Authentez vos comptes, authentez vous, authentez votre entreprise. Voyez un petit peu le fingerprinting d'une entreprise, de vos actifs sur Internet, puisque c'est ce que va faire l'attaquant pendant sa phase d'énumération et de reconnaissance. Privilégier l'utilisation d'un mot de passe fort, bien mémorisé, d'accord, ou des passphrases. Les mots de passe, c'est désuet. Utilisez des passphrases bien plus longs, d'accord, avec plus de complexité. D'accord. Et pensez que ces cases des mots de passe, renouvellement à intervalles réguliers, de quoi court même, tous les 90 jours minimum, d'accord. Même chez vous, à la maison, d'accord. Sensibiliser à l'utilisation de secrets d'authentification distincts pour accéder à des services. Encourager l'utilisation de coffres-forts, de mots de passe sécurisés, d'accord. SSO, mise en œuvre de services d'authentification unique, single sign-on. Kerberos, arrêtez avec le NTLM V2, d'accord. Ah ouais, mais je peux pas, l'application elle a été codée il y a 10 ans, l'ingé il est parti, j'arrive pas à l'interconnecter avec Kerberos. À l'époque on utilisait du LM, NT, LM, V1, V2. Bon bref, t'as compris, c'est chaud. On peut intercepter via du MITM, Man in the Middle, d'accord. Attaque de l'homme du milieu et audité. Il n'y a pas de secret, intervalle régulier, de la robustesse des mots de passe de l'utilisateur. Et si votre salarié ne fait pas le nécessaire, vous lui dites, vous lui soufflez dans les naseaux et vous lui dites, écoute, bon, il n'y a pas de problème, mais la prochaine fois, fais attention, parce que c'est sensible et on ne travaille pas chez la boucherie sans eau, d'accord. Si tu travailles pour un AIV, un OIV, d'accord, tu sais que c'est sensible, tu vois. Et toi, on a tous notre responsabilité au sein d'une entreprise. C'est pas moi j'ai pas de responsabilité, je m'en fous, je suis simple salarié. Si tu penses comme ça, tu penses mal, d'accord. C'est pour ça qu'après il faudrait encourager les salariés via de l'argent à les sensibiliser, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, tu vois. Ah ouais, mais ça va me coûter encore plus d'argent, il faut que je leur donne du pognon pour qu'ils travaillent bien et qu'ils soient conscients de la situation. Ouais, mais bon, on marche tous avec une petite carotte, mais moi c'est pas moi qui me fais pirater, les gars, c'est vous les entreprises, posez-vous des questions, tu vois. Peut-être vous donnez un petit peu moins à l'actionnaire et vous donnez un petit peu plus aux salariés.
Je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas dans vos bottes ni dans votre tête. Réduction des risques engendrés par les attaques par force brute en ligne. Hein. Réduire les risques de compromission des comptes utilisateurs sur des services en ligne. S'assurer que les comptes et les mots de passe par défaut ont été désactivés ou changés. Définir une politique de mots de passe fort, incluant la vérification de saisie. Implémenter du MFA, mécanisme qui vont détecter les essais multiples et verrouiller. Hein. À partir d'une ou plusieurs IP distinctes, on va les bloquer, on va réduire le nombre de tentatives possibles. D'accord. Auditer à intervalles réguliers la robustesse, encore une fois, des mots de passe. Et s'il y a un renouvellement qui est nécessaire, faites-le. D'accord. Donc ces campagnes d'affichage, réduction des risques, il faut bien comprendre que ça reste une valeur sûre pour les attaquants, sinon on les utiliserait pas. Hein. Le taux de réussite peut être très élevé, d'accord. Je t'ai dit un petit calendrier érotique, ça peut marcher, d'accord. Et je t'avais expliqué que en fonction de la cible, je vais pas t'envoyer un calendrier Pirelli, je vais peut-être t'envoyer une photo du pape, hein, si jamais je m'attaque une ONG catholique qui travaille près de Lourdes. Hein, je t'avais dit qu'on adapte, d'accord. C'est une société à l'étranger, dans un pays du Maghreb, mais je vais peut-être t'envoyer des sourates, d'accord. Voilà, on s'adapte. Je t'avais expliqué. Via des messages sur les réseaux sociaux, via des messages par SMS, WhatsApp, Signal, Telegram, TikTok, Slack, Discord, Facebook, Messenger, appel téléphonique, attaque par redirection de connexion lorsque la navigation Internet est effectuée via du HTTP. D'accord. Donc, tout ça, c'est des vecteurs d'attaque possibles et ça permet le bon fonctionnement, malheureusement, d'hameçonnage. Donc, il faut former les utilisateurs, savoir reconnaître les différentes formes d'hameçonnage, les éventuelles pages d'hameçonnage. D'accord. C'est pour ça, crafter vos propres pages. Comme ça, l'utilisateur, au final, va se dire « Ah ouais, c'est pas comme d'habitude. Je vais me poser des questions, je vais peut-être en parler à mes collègues et surtout à mon responsable. » D'accord. Remontez tout le temps l'information à votre direction, c'est important. Ne restez pas dans votre coin à prendre un café et dire à vos collègues « Ah là, tu vois, j'ai évité une attaque par hameçonnage. » Non, tu fais un rétexte, retour d'expérience, tu préviens ton supérieur et les parties concernées, RSSI, tout ça, et tu leur dis « Écoutez, je me suis fait attaquer, mais heureusement, j'ai pas cliqué sur le lien. » Et on va faire une analyse, d'accord. Tu gardes pas ça pour toi, c'est important. Ça fait également partie de ton travail, d'accord. Quoi que tu fasses dans l'entreprise, tu dois constamment remonter ces soucis de cybersécurité. Tu dois être conscient, pas inconscient, pas consommateur, d'accord. Cette sensibilisation donc doit tenir compte naturellement du scénario et des moyens de communication d'un contact qui auront été détournés par un attaquant. C'est toujours le même jeu. La séparation des moyens de communication professionnels et personnels, d'accord. Le bring your own device, BOD, franchement c'est un peu pété, et ça fait que péter la sécurité. Je vous ai dit à la limite casier. Et vos téléphones, vos smartphones, vous les mettez dans les casiers, ok. Et ces casiers, en fonction du secteur d'activité, ils pourront être blindés ou avoir une cage de Faraday pour ne plus émettre, d'accord. Je vous avais parlé des skiffs. Vous irez voir. Mais voilà, il y a des endroits où les communications ne passent plus, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on parle de choses sensibles, soit pour l'État-nation, soit pour une grosse société, soit pour différents services de l'État, d'accord. Mais c'est pareil, on doit mettre en place ces techniques issues du renseignement et pas que, d'accord. Segmentation, compartimentation de l'information et les missions, les attaques Tempest et Halo, ça existe, d'accord. La séparation des moyens de communication, donc je vous le disais, les risques de confusion entre les canaux de communication susceptibles d'être visés lors de ces campagnes d'hameçonnage, d'accord. Alors bien sûr, rien n'est infaillible. L'utilisation de mécanismes d'authentification multivecteur, ça permet de protéger l'accès aux services. C'est une mesure de sécurité particulièrement efficace pour lutter contre les scénarios courants de vol de secrets de connexion par hameçonnage. D'accord. Donc le succès de campagnes d'hameçonnage repose sur l'usurpation d'identité, de marque, d'image de marque, d'accord. Mettre en œuvre les moyens techniques, organisationnels, juridiques pour y faire face est souvent nécessaire. Il faut filtrer les courriels usurpants des adresses d'une identité, détecter, bloquer et fermer les domaines malveillants jouant sur les fautes de frappe opportunistes, typo squatting, détecter, bloquer et fermer les sites ou pages malveillantes qui vont usurper l'identité d'une entreprise. Ça, c'est vraiment les bases. Alors, les attaques NTLM.
Donc je vous disais, hein, ils ont utilisé la 2023 23 397 et ça cible les secrets ou les défis réponses, hein, challenge response NTLM, qui sont très courantes. Elles ouvrent en effet les possibilités d'un attaquant hors ligne d'attaquer en force brute en vue d'obtenir les mots de passe utilisateurs et de mener, hein, des attaques de type relais NTLM. Je vous parlais de répondeur et je vous disais que de toute façon, c'est des techniques qu'on utilise en pentest en rouge. Pourquoi? Bah, on va coup de dump les haches, ok, et une fois qu'on a dumpé exfil, on va quoi? On va craquer, bim, on va lancer notre ami John the Ripper, ou on va lancer, comment dire, un petit H4, hein, avec 4090, tu peux commencer à faire des trucs assez sympathiques. Dans le cadre de cette vulnérabilité, une hygiène réseau correctement implémentée permet d'invalider l'exploitation, hein, qui a été décrite plus haut dans ce document. En effet, hein, le MOA a besoin que la victime puisse établir une connexion SMB depuis son poste vers une machine qu'il maîtrise. En l'occurrence, là, c'était les routeurs compromis. Sauf que, cas très particulier, aucun flux SMB ne devrait être autorisé en sortie d'un réseau d'entreprise. Hein, ça, c'est déjà des choses. C'est pour ça que je te disais quoi dans mes vidéos sur le hardening. Coupe le SMB sur ta machine. D'accord? Qu'est-ce que tu fais, toi? Avec du SMB? Tu peux t'en servir, hein, pour te connecter ou quoi, à l'ordinateur de ton frère, de ta sœur? Ouais, c'est rarement le cas, hein. Fais gaffe parce que de l'extérieur, on va utiliser le SMB pour te faire l'amour. D'accord? Le pare-feu du poste, utilisateur ou en périphérie du réseau doit être bloqué, hein. Cette tentative est d'attirer l'attention des équipes de sécurité. D'accord? Donc, encore une fois, pour des motifs impérieux, l'établissement de connexion SMB vers l'extérieur doit être permise. Une liste blanche des destinations devrait être établie. Mais de toute façon, encore une fois, si tu fais les choses sérieusement, il y a des règles, hein, via tes pare-feux internes ou externes, il y a des règles pour chaque protocole, il y a des règles pour chaque application. Hein, et c'est grâce à une règle stricte de liste blanche et de liste noire que tu vas pouvoir endiguer ce type d'attaque. D'accord? C'est pas ah ouais, je bloque tout en entrée, tout en sortie et tout ouvert. Si tu fais ça, comme nous, on a la plupart de vos pare-feux, ils font ça. Hein, attention, ça peut être très dangereux chez toi à la maison. Hein. Donc, des connexions sortantes de systèmes d'information interne ne devraient pas, par défaut, utiliser l'authentification unique interne. Hein. Les défis réponses NTLM, hein, sont par nature vulnérables, on le sait tous, aux attaques de force brute, qui va permettre de récupérer, à partir des hashes, les mots de passe associés. D'accord, ou du chiffrement qui est utilisé. Une politique de mot de passe fort et de non-réutilisation doit être donc appliquée. Alors, la désactivation globale du NTLM au profit d'une utilisation exclusive de Kerberos rend également cette attaque inopérante. Et vous allez voir que dans les faits, bah, il y a, il y a peu de gens qui le font, tu vois, et c'est dommage, parce que Kerberos, ah ouais, on peut pirater Kerberos, certes, mais c'est beaucoup plus compliqué que faire une attaque de relais sur ton NTLM, hein. Je te le dis tout de suite, hein, c'est pas la même technicité. D'accord? Donc, cependant, l'authentification NTLM, comme je vous le disais, reste souvent nécessaire au bon fonctionnement de certaines applications non migrées vers Kerberos. Mais ça, je te le disais il y a 20 minutes. Il n'est donc pas toujours possible d'interdire NTLM globalement. Et ouais, c'est là que c'est la faille, c'est le drame. Pour tenir compte de cette complexité de mise en œuvre, les évolutions progressives de Microsoft, hein, on a des versions récentes de Windows 11 et des contraintes quoi historiques, hein, legacy, euh, et des contraintes d'étalement dans le temps d'une telle migration. L'ANSI encourage à commencer par priorité, hein, sur les services les plus critiques ou assurant une fonction de gestion de parc informatique en désactivant pour ces serveurs les connexions sortantes, hein, Microsoft Exchange, Endpoint Configuration Manager, System Center Configuration Manager, tout ça. Hein. Donc voilà, l'ANSI tient à disposition, hein, sur le site du CERT une page dédiée sur ce sujet. Hein. Je vous mettrai le rapport, comme ça vous aurez toutes les informations. Donc les pilotes et la latéralisation, le TLS, les services spécialisés en ligne, et on en aura fini. Il n'y a plus que 5 minutes. Moi, je pense que la vidéo va faire 2 heures, même après montage. Mais bon, j'espère que vous aurez appris des choses. Hein. Le but, c'est d'avoir ce retour d'expérience de gars de l'armée. Hein. Je crois qu'à l'ANSI, c'est tous des militaires. Je peux me tromper. Je travaille pas pour eux. Mais voilà, hein, c'est intéressant de voir, hein, au niveau de connaissance, de maturité de process, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Donc, j'en étais où? J'en perds mon latin et j'en perds mon fil. J'en perds mon fil. Ok, on était là.
Donc les pilotes, hein, ils vont être détournés. On va faire du living off the land, des outils légitimes importés hein, par ces soins disponibles par défaut même sur les systèmes visés. Le but c'est de complexifier la détection, renforcer le niveau de discrétion, être fed fully undetectable, comme on dit dans le jargon. D'accord. Et c'est pas utilisé que en Binex hein, ou en pawn. Hein. Le fait d'être fed, c'est aussi au niveau du réseau, pas que au niveau de la signature, détection des signatures heuristiques et tout ça. Donc détection des applications, les PUA, PUP, c'est-à-dire les Potentially Unwanted Applications ou programmes, hein, donc les programmes, les applications ou les programmes non voulus. Détection des pilotes, des microprogrammes. Hein. Le firmware, je t'ai dit que je peux te le backdoorer parce que via un pilote, je vais passer au niveau du kernel et via le kernel, je vais flasher ton microprogramme ou CSM, PCH. Ah, des petites puces sur ta carte mère, sur ton processeur. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein. Il y a l'UEFI. Oh, merde, on va faire un bootkit UEFI. Oh, ça peut être violent. Hein. Black Lotus, je t'en avais parlé, je crois. Intégrité de la protection mémoire, bah ça, c'est les bases à activer. D'accord. Le DEP, DEP, randomisation des plages mémoire, etc., etc., etc. D'accord. Microsoft Defender Application Guard. Il y a plein de choses hein, qu'il faut activer. Le Credential Guard, d'accord. Le Secure Boot, etc., 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 etc. D'accord, ça marchera. Mais même pas mal de payloads, si ton système est bien durci, toutes les attaques bas du USB que j'ai testées, il n'y en a aucune qui marche sur ma machine. Et je suis très content. Donc voilà, ça vaut le coup. C'est pas des coups d'épée dans l'eau. C'est important. Mettre en œuvre une politique de restriction logicielle afin de restreindre l'exécution via une liste de programmes hein, ou d'emplacement dûment autorisé. AppLocker, liste noire, enfin il y a d'autres trucs, hein. AppLocker on peut le contourner aussi, c'est plus compliqué. Hein. Voilà, il y a toujours comme un château fort. Hein. Je t'ai dit, tu mets les douves, le pont-levis, après tu fais des tours, t'as ton donjon. Hein. Encore une fois, c'est les strates. Hein, et c'est du multi-layer, multicouche. Définir une politique de filtrage réseau rigoureuse au niveau du poste utilisateur afin de bloquer de façon stricte les flux entrant à l'exception des flux dûment autorisés, restreignant les flux sortants en fonction de leur nature et de la destination. D'accord. Mettre en place un système de journalisation efficace et sécurisé et mettre en place une supervision de ces journaux, implémenter des heuristiques de détection, donc analyse comportementale, visant à rechercher des détournements d'applications légitimes à des fins malveillantes. D'accord. Et ça, on peut le faire via du machine learning, on peut le faire via l'agrégation des données dans un SOR ou dans un SIM. L'identification et le suivi dans le temps des applications et des pilotes détournables à des fins malveillantes peuvent naturellement se révéler une tâche fastidieuse. Hein. Donc il y a quand même des projets communautaires qui existent. Hein. Si on doit les citer, on parlera de LOLBAS, hein, Living of the Land, on vous en parle tout le temps, mais il y a également maintenant les Living of the Land Driver, hein, LOL Driver. Mais ça, je vous en parle depuis des mois, depuis des semaines. Et si vous faites l'OSCP, j'espère qu'on vous a appris ça. Hein, d'accord. C'est des sites qu'on maîtrise. Pensez donc LOLBAS et les GTA Phobin côté Linux, mais là on parle de Windows. Essentiellement, c'était de l'Active Directory. Voilà, donc je vous mettrai les sources. Hein, on a quasiment fini. Je vais parler maintenant de la latéralisation, donc le pivot latéral. Hein, on ne va pas uniquement filtrer l'information, on va latéraliser au sein d'un système d'information. Donc pivot latéral, pivot vertical, privesque, d'accord, et pivot latéral de compte à compte au sein d'une machine, pivot latéral de machine à machine, de nœud en nœud du réseau. Hein, faut pas l'oublier. La gestion des risques de l'entité doit inclure ou non des scénarios hein, sur la compromission des postes utilisateurs, prendre en compte l'importance de la résilience de l'infrastructure face à ce risque. D'accord. Il faut déterminer une façon cohérente, maintenable des stratégies de segmentation, réseau, applicative, fonctionnel. Donc on va parler utilisateur, utilisateur privilégié, administrateur, administrateur AD, enterprise admin, etc. etc. Tier quoi 3, tier 2, tier 1, tier 0. Ok. Si vous avez fait de l'AD, vous voyez très bien de quoi je parle. Nos forêts, quoi, les arbres, la forêt, les contrôleurs de domaine, la réplication au sein des contrôleurs de domaine, physique et logique, d'accord, side channel, merde, etc., etc., d'accord. Donc, l'ANSI rappelle que dans le cadre d'un environnement Microsoft AD, l'annuaire doit au minimum posséder un niveau de sécurité basique non affaibli depuis son installation. Donc, ça correspond au niveau 3 du référentiel de l'ANSI.
Les contenus hébergés sur Internet. Il nous faut un serveur mandateur reverse proxy, il nous faut l'inspection TLS maîtrisée. On va faire du quoi? Du DPI, un Deep Packet Inspection, hein, je suis pas sûr. Donc, évitez tout accès direct depuis un poste de travail ou un serveur vers Internet. Pour cela, on a un serveur mandataire proxy qui doit assurer le rôle de relais et mettre en œuvre des fonctions de sécurité, authentification, contrôle d'accès, analyse de contenu, journalisation, d'accord? Tous les accès au contenu hébergé sur le serveur web doivent être authentifiés de manière individuelle pour les utilisateurs et qu'il n'y ait aucune ambiguïté pour les services. Le nombre de sites accessibles en HTTPS est en constante augmentation et c'est une avancée majeure, naturellement, dans la sécurisation des communications, dans la mesure où la configuration TLS associée est à l'état de l'art. En contrepartie, il s'agit d'accès à des sites d'hameçonnage, phishing ou d'hébergement de code malveillant. Il est théoriquement impossible de détecter le contenu suspect dans l'ensemble du trafic chiffré. Donc, il va falloir affaiblir le TLS. Mais ça, c'est pas les entreprises qui font ça. Pour pallier cela, donc, la mise en place d'inspection TLS est une possibilité. In fine, le but, c'est d'analyser le contenu et de s'assurer de la conformité protocolaire des échanges. D'accord ? Le TLS répond donc à un besoin de détection de code malveillant et, le cas échéant, une mise en œuvre sécurisée au sein de services relais. Je vous avais expliqué comment Google, on utilisait des techniques, le JA6, JA13, JA12, si je me rappelle plus. T'iras voir quand même, je t'en avais parlé. Et c'était sur la vidéo que j'avais faite sur Cobalt Strike, d'accord ? Et donc permettre une configuration des paramètres cryptographiques à l'état de l'art. C'est important, tout ce qui est inspection TLS. Et je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On va terminer par les services spécialisés en ligne. On a vu l'OTA a utilisé Mockbean, Moki, Pipedream, FRGE, Webhook. Donc encore une fois, un service légitime, spécialisé, pouvant être utilisé de façon détournée à des fins malveillantes pour mener des campagnes de phishing et l'exfiltration des données. Il a noté que ces services répondent à des besoins métiers très spécialisés. Il convient donc de s'interroger sur le besoin d'accéder à ce type de service et le cas échéant, d'autoriser au cas par cas leur accès. Mais ça, c'est vraiment un mal nécessaire. Il faut bien le comprendre et mettre en place toutes ces directives. Les mécanismes de sécurité détaillés dans la recommandation précédente permettent de mettre en œuvre les politiques de filtrage adéquates et la recherche a posteriori en cas de besoin d'investigation. Voilà, c'était le compte-rendu de nos amis de l'ANSSI qui date du 26 octobre 2023 que je vous ai lu. Je vous rappelle que l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. D'accord ? Vous pouvez aller les voir, boulevard de la Tour Maubourg. Ils sont dans le 7e, je crois, de mémoire. Et puis, via le cert.ssi.gouv.fr. D'accord ? Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos entreprises, puisque APT 28 est en train de faire des ravages. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.